Aujourd'hui, focus sur Julien Hussert, donc son parcours. On est relativement en improvisation. Donc, hein, aujourd'hui, on va juste laisser la parole à Julien. Je vais poser quelques questions sur son parcours. On abordera aussi la société Constellation Software pour ceux qui connaissent. Donc, on va essayer juste d'en parler, expliquer ce qu'elle fait, pourquoi le modèle plaît à Julien. Donc, voilà, je te laisse la parole. Julien, à toi l'honneur. Ah, merci. Donc ouais, je vais probablement commencer par mon parcours parce que c'est vrai qu'au départ, j'ai pas du tout une formation dans la bourse, dans les investissements. J'ai eu un parcours scolaire très axé scientifique, donc après classe prépa, école d'ingé. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était dans le génie logiciel en fait. Donc je bossais chez un éditeur logiciel axé vers la finance, mais vers la finance qui est très éloignée du stock picking, en fait. C'est-à-dire, là où je suis spécialisé, c'est un logiciel de core banking pour les entreprises, pour les entreprises financières. Ok. Voilà. Et donc, j'allais dire, j'ai fait ça, mais je fais toujours, je suis toujours Ouais. développeur logiciel spécialisé dans ce genre de logiciel. Et il est arrivé un moment, il y a à peu près 10 ans, quand j'avais vers 28-29 ans, où bah, je me suis dit, bah écoute, j'ai toujours été euh, intéressé par les finances perso, plutôt frugal, c'est-à-dire c'était toujours important pour moi d'épargner plus que ce que je gagnais, enfin que Ok. ce que je, voilà. Et du coup, je connaissais pas grand-chose à la bourse, mais à un moment, je me suis dit, il faut que je m'y mette. D'accord. Faut que je m'y mette. Et vraiment, je partais de pas grand-chose. J'ai eu la chance à l'époque de tomber sur un ou deux articles du blog de Debasse. Et le Ok. premier truc que j'ai compris, c'est qu'il y avait cette stratégie qui décrivait, qui s'appelait les net-net. Ok. Et alors, bah, j'ai lu le truc et je me suis dit, mais attends, donc ces gens-là, ils regardent un truc qui s'appelle la balance sheet. Il faudrait que je regarde à quoi ça correspond. Qu'est-ce que c'est la balance sheet? J'avais aucune idée de ce que c'était la balance sheet. Et ils font ce calcul moins ce calcul. Et si c'est moins que et si le prix est moins que ça, ils achètent. Ça m'a pas l'air bien compliqué. La première chose que je me suis dit, c'est OK, ça a l'air automatisable. Parce que moi, j'écris des logiciels, donc je me suis dit. Alors, aussi pour mettre dans le contexte, à l'époque, il n'y avait pas autant de screeners qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que pour trouver des Ok. net-net, probablement aujourd'hui, tu as plein de sites pour les trouver. À l'époque, c'était beaucoup moins démocratisé. Du coup, je me souviens que j'avais écrit un programme où bah, j'allais sur le site de la SEC qui téléchargeait toutes les balance sheets de toutes les compagnies. Ok. Et à l'époque, il y avait aussi Yahoo Finance qui te Hmm. fournissait une API. Bon, ça a disparu vers 2018, je crois, mais à l'époque, tu pouvais envoyer une requête à Yahoo Finance pour avoir le prix en live de n'importe quel stock. Ok. Et, et donc, je comparais le prix de Yahoo Finance au prix à la valeur net que j'avais calculée sur la balance sheet publiée sur la SEC. Et bah, ça a été ma première stratégie en fait et alors c'est probablement la grosse chance du débutant, mais alors les premiers 18 mois, ça a marché du tonnerre. Je me suis dit: «Putain, Ah c'est ouais, ok. simple». Ok. Je me suis dit: «Mais c'est facile en fait ce truc-là». Ouais. C'était vers 2016-2017 D'accord, ok. pour remettre dans le contexte et donc bon pour ceux qui sont pas vraiment familiers avec sa stratégie, ça consiste à regarder le compte de bilan, regarder les assets tangibles qui sont liquidables facilement, Hmm. de retirer la totalité du passif et si cette somme est positive et largement plus grande que le prix que la market cap de l'entreprise, ça veut dire que probablement on a une grosse marge de manœuvre, que même dans le pire des cas, on arrive à tout liquider facilement et qu'on a beaucoup plus que, le prix de l'action. Donc il y a pas grand chose à perdre et donc ça j'ai probablement eu de la chance de tomber là-dessus, ça avait bien marché et j'appelle ça aussi un peu la chance du débutant parce que ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières années, j'arrivais à créer un panier de compagnies qui correspondaient à ces critères. Mais très rapidement, je dirais vers 2018, bah, le marché est devenu beaucoup plus cher
et les Ouais, opportunités ont complètement disparu. OK. Et là, je me suis retrouvé un peu tout nu parce que, bah, j'étais un mec qui connaissait qu'une seule stratégie. Je savais à peu près ce que c'était un bilan, mais aucune, compétence en analyse comment ça s'appelle? Le compte de résultat ou le compte de cash flow. Donc là, OK. vraiment, j'étais vraiment tout nu, quoi. J'étais vraiment tout nu et beh, je voyais bien que je rage que mon outil, il arrivait plus à rien trouver. OK. Et donc c'est à cette période, je me dis: «Bah, écoute, là, tu as pas le choix, va falloir que, tu lises et que tu comprennes ce que c'est, en fait». Et OK. c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup lire, à me documenter, alors beaucoup sur la littérature anglophone parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de contenu dans le monde anglophone que dans le monde francophone sur tout ce qui était en investissement, surtout en bourse. Mmh. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a ce gars qui s'appelle Warren Buffett. Enfin, OK. non, j'étais au courant qu'il existait, mais j'avais jamais lu ce qu'il avait écrit. Ouais, OK. Et si tu as jamais lu ce qu'il a écrit, bah, le jour où tu le lis, tu te rends compte que tu passé à côté de plein de choses, en fait. Mais Que vraiment c'est parce qu'à l'époque, là, on parlait de Franck d'ailleurs, donc les Dobas qu'on salue. D'ailleurs, moi, je suis abonné à ouais, son offre, c'est très qualitatif. J'invite ouais. j'invite les personnes à y souscrire. Alors à l'époque, il Euh, y avait même pas de forum encore, hein. ah ouais, c'était juste les lettres. C'était vraiment les premières heures. Ah ouais, OK. C'est vrai que ça fait un moment qu'il est là, Franck. Et comment ça se passait du coup? C'était une analyse, purement, quantitative dans le sens où tout était automatisé, mais derrière tu allais pas, est-ce que tu essayais de chercher à comprendre ce que faisait la société? Beaucoup moins. Disons que Ouais. j'avais quand même 2 filtres additionnels. C'est-à-dire que j'étais au courant que fallait se méfier des stocks chinois parce que des fois, surtout pour les net, ils avaient tendance à falsifier les comptes. OK, ah Parce que ouais, d'accord. j'avais lu ça sur un blog, donc je me suis dit: «OK, ça a du sens, donc on va écarter les stocks chinois des OK, résultats». Parce qu'effectivement, si tu enlèves pas, il y avait beaucoup de stocks chinois dans les résultats. d'accord. Un autre truc que j'avais appris, c'était que, bah, et encore pour remettre dans le contexte, j'avais très peu de connaissances sur le compte de résultats, mais un truc qui avait du sens, c'était que, l'outil, il retournait aussi beaucoup de pharma. Et tu D'accord. t'imagines, c'est des pharma sans chiffre d'affaires. C'est Eh oui, juste, un truc, bon, ils venaient d'avoir leur funding, en fait, et aucun business model, aucun produit, juste de la R&D, et donc c'est comme un glaçon qu'ils font au soleil. Et ça, je me d'accord. suis dit: «Bah, écoute, s'il y a pas de chiffre d'affaires, c'est juste, tu l'impression qu'il y a des actifs, mais tes actifs, dans 6 mois, ils sont plus là». OK, Mmh. OK, Voilà, c'était les seules sophistications que j'avais à l'époque. d'accord. OK. Donc là, tu découvres, on va dire que tu creuses un peu, Warren Buffett. Voilà, mais beaucoup d'autres choses, il y a eu pas mal d'écrits qui m'ont pas mal influencé. Il y a eu Joel Greenblatt, il y a eu, tout ce qui a trait à Charlie Munger. En fait, bon, ça c'est des sources qui peuvent paraître, maintenant standards, parce que tout le monde va te parler de Buffett, Greenblatt, Charlie Munger, et plein d'autres personnes. Mais vraiment, bah, en fait, je me dis qu'entre la période 2016-2018 et ce qui s'est passé après, en fait, le jour où tu découvres les lettres et les écrits et tu te dis: «Mais en fait, Mmh. jusqu'à présent jusqu'à présent, bah, si tu te rends compte, si la compétition a lu tous ces contenus, ils sont dans une ligue complètement différente que la tienne, en fait. Il y a Ouais, vraiment OK. un C'est-à-dire que si tu enfin, de mon point de vue, si tu pas passé du temps à te dire: «Ben, qu'est-ce qui est un bon business?» Alors ça, c'est la première étape, se rendre compte de qu'est-ce qui est un bon business, et ça, en général, tu peux t'en rendre compte avec les chiffres. Juste, Mmh. tu as besoin d'avoir des notions de compta. Donc première étape, ce serait: qu'est-ce qu'un bon business? Et est-ce que la compagnie que j'ai sous les yeux est un bon business? Après, tu as la deuxième étape, c'est: OK, mais quelle est la direction de ce business? Parce que est-ce que si je trouve que c'est un bon business, est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça se détériore? Mmh. Et alors, je vais te donner un exemple qui paraît évident parce que ça s'est passé il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, on est tous d'accord que tu aurais préféré acheter Google à Yahoo, par exemple. Tu aurais Oui, préféré acheter Apple à, Nokia. Tu aurais oui. préféré
tu aurais préféré acheter Amazon à eBay. Mhm. Pourtant, à l'époque, tu t'en tenais aux chiffres. Celui qui avait la meilleure profitabilité, la meilleure rentabilité, c'était Nokia, Yahoo et, et eBay. Donc Ok. ouais, il y a vraiment une notion de direction, de destination en fait qui est importante. Donc est-ce que ça s'améliore Ok. ou est-ce que ça se détériore? Quelle est la visibilité que tu as là-dessus? Et seulement à la fin, te dire, ah bah, ok, est-ce que j'ai de la visibilité? Quels sont les facteurs qualitatifs sur cette visibilité? Et seulement à la fin, tu te dis, bah, maintenant que je sais ça, quel est le prix que je suis prêt à payer là-dessus? Parce que si Hmm. par exemple, je te prends un business où, ok, les chiffres bon, sont corrects, mais tu n'as pas de visibilité, etc., Hmm. jamais j'ai payé plus de 10 fois ou 12 fois les profits. Et en contrepartie, si tu as des excellents business où bah, c'est comme une horloge suisse et chaque année, bah, écoute, on a on a un rendement sur capital investi qui est du tonnerre. Hmm. La visibilité sur le réinvestissement et des facteurs qualitatifs qui te font prendre confiance dans le fait que c'est parti pour durer, bah, tu es prêt à payer beaucoup plus cher pour ce genre de business. Donc Ok. voilà, je pense que ça a été un des, voilà, me renseigner là-dessus a été une étape très importante sur mon parcours en bourse. Hem, mais ça et donc ça, au départ, c'était surtout, bon, lire ce que les gens, intelligents ont écrit sur le sujet. Ouais. Ok. C'est-à-dire que je considère pas que j'ai des idées géniales. Par contre, je pense qu'une de mes forces, c'est de dire: «Mais putain, ce mec-là, il a une bonne idée. Faut bien m'en Hmm. inspirer». Complètement. Voilà. Et un autre truc qui m'a bien influencé aussi à l'époque, j'étais pas mal sur Twitter et un jour j'ai vu un gars qui disait, un truc qui va vachement t'aider dans ton parcours, c'est prends, une liste de 20-30 business qui ont super bien marché, genre qui ont rapporté alors chacun peut prendre son critère, hein. Tu peux dire: «OK, le stock a fait 50 fois, le stock a fait 100 fois», enfin, le Hmm. critère absolu est pas très important, mais disons que si tu avais acheté le stock il y a longtemps, tu aurais été super content d'avoir investi dedans. Ok. Et en fait, de regarder quels étaient les facteurs qualitatifs qui ont fait que ça a bien marché. Parce que tout Ok. le monde sait que ça a été un business, que ça a été un bon investissement, que c'est de bons business, que maintenant, quand tu regardes les comptes, c'est très appétissant. Mais comment on est arrivé là? Et donc voilà, donc je pense que j'ai passé 2-3 ans à apprendre, un bon business par bon business. Donc tu commences avec Berkshire Hathaway, tu prends, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Transdime, il y a eu Costco, il y a eu Copart, enfin, D'accord. chacun peut se faire sa liste et tu passes du temps, voilà, tu dis: «Bah, voilà, ce mois-ci, je vais regarder Copart». Voilà. Alors, je me dis: Ok. «Bon, qu'est-ce qui s'est passé?» Tu prends l'histoire des comptes. Pour Copart, par exemple, tu te rends compte il y a le fondateur qui a écrit un bouquin sur l'histoire du business, donc tu achètes le bouquin, tu te lis, tu essaies de comprendre comment ça se passe. Tu essaies surtout de comprendre quelle est la source de l'avantage compétitif, pardon. Et est-ce que cet avantage, il se renforce ou pas? Mhm. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, est-ce que tu préfères acheter, Google ou Yahoo? Ouais. Ok. Voilà. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Voilà. Et donc au bout d'un moment, tu te fais une, liste de 30-50 business où tu te dis: «Ben voilà, ça c'est» en fait, tu apprends à reconnaître l'excellence. Ok. Tu apprends à reconnaître les patterns et l'excellence. Ok. Et ce qui se passe que après ça, quand tu prends un rapport annuel au hasard, tu prends une compagnie au hasard et tu lis le truc, bah, très souvent tu dis: «Mais ce truc-là, c'est pas terrible». Ok. C'est-à-dire que tu as appris en amont à te dire: «Bah, qu'est-ce qui fait que ça a marché super bien?» Ok. Et tout de suite, tu es capable de te dire: «Bon OK, ce truc-là, c'est pas terrible. Je sais que si je vais en avoir dans mon portefeuille, il faut pas que je paye cher pour ce truc-là». Ok. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu parles de pattern carrément.
Donc ça veut dire que là, tu en Ouais. es au stade où tu peux identifier des patterns d'excellence opérationnelle. Ou c'est l'idée, enfin, peut-être pas aussi extrême, mais en tout cas, Ouais. à force d'analyser des compagnies, tu te rends compte que ah, ça me fait penser à ça à l'époque pendant ce business, ils ont fait ça. Ouais, Et bien sûr. voilà. OK. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. OK et une question aussi qui, que je me posais tout à l'heure, c'est, Mhm. est-ce que toi, tu es français, c'est ça? Ou tu es Oui, suisse? alors OK. je OK. suis français jusqu'à mes 28-29 ans. J'ai OK. vécu en France. OK. Au départ, je travaillais à Paris et après, j'ai eu une opportunité pour le travail et j'ai immigré en Suisse, à Zurich. OK. Parce que du coup, tu as eu un réflexe qui, je pense, t'a été, t'a aidé. C'est que tu as eu le réflexe directement quand tu t'es intéressé à la bourse et je parle plutôt à l'investissement long terme, via Mhm. des investisseurs de qualité comme Warren Buffett. Tu es allé chercher des business directement hors France. Pourquoi? Parce que tu trouvais pas des business de qualité en France ou Je c'est pense que simplement c'est le hasard. Ça m'a aidé, mais ah c'était le ouais, hasard. C'est-à-dire que, comme OK. je t'ai dit tout à l'heure, je m'étais rendu compte que la littérature anglophone sur la bourse est beaucoup plus remplie. Il y a beaucoup plus de contenu que ce qui se trouve en France. Et ben, quand tu te fais une liste de bons business, bien, en général, il y a Mmh. beaucoup de gens qui ont déjà bossé là-dessus et tu trouves beaucoup plus de contenu, en fait. Et donc, je m'étais fait une liste sur sur ces business. Et c'est vrai que tu en as 75% qui sont en Amérique du Nord et quelques-uns qui sont en Europe. OK. Typiquement, des très bons business en Europe, bon, tu vas avoir tout ce qui est luxe, donc LVMH, Hermès, tu vas avoir Novo Nordisk au Danemark, tu Mmh. vas avoir d'autres choses. Dans les small, dans les small caps en Europe, tu vas trouver des céréales par ailleurs aussi, beaucoup. Euh, un, comment ça s'appelle? Un pays dans lequel il y a beaucoup de très bons stocks qui ont eu de très bonnes performances, c'est la Suède. Ouais. OK. Voilà. Et voilà. Mais c'est vrai que les exemples que j'ai trouvés au départ, c'était énormément en Amérique du Nord. Mmh. Et j'ai commencé à regarder. Et en fait, quand tu es influencé par les business qui se trouvent en Amérique du Nord, bah, c'est vrai qu'après, bah, tu te rends compte qu'ils sont beaucoup plus dynamiques, qu'ils sont souvent à part quelques exceptions européennes, ils sont souvent beaucoup plus profitables qu'en Europe. D'accord. OK. OK et donc c'est dans ce cadre-là, que tu t'es intéressé peu à peu à la société Constellation Software? Oui, alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs choses. Euh, En fait, donc pour remettre les choses dans le contexte, déjà, de par mon métier, je suis spécialisé dans un certain type de logiciel, ce Oui. qu'on appelle, alors il y a un acronyme pour ça, c'est Vertical Market Software. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui est extrêmement spécialisé pour une certaine industrie. Et très souvent, c'est quelque chose qui est une Sur niche mesure? très Ouais, restreinte. OK. Une niche très restreinte. Donc en fait, le but de ce type de logiciel, c'est de automatiser tous les processus d'une industrie en particulier. OK. Le contraire de ça, ce qu'on appelle les logiciels horizontaux, si tu veux, ce serait par exemple Excel. Excel, c'est utilisé partout, dans n'importe quel business. Il y a quelqu'un qui va utiliser une spreadsheet et puis OK. qui va faire ses calculs sur Excel. Donc là, le but, c'est vraiment d'adapter et euh, d'automatiser les processus qui sont propres à l'industrie dans laquelle tu es. Donc moi, donc je bosse sur ce type de logiciel dans la finance des produits dérivés. OK. Mais du coup, ce qui m'avait marqué déjà, même avant de m'intéresser à la bourse, c'est que je voyais que chez mes clients, une fois que tu installes ce logiciel, en fait, ce logiciel, c'est le cœur. Mmh. C'est vraiment le cœur de ce qui se passe chez ton client, c'est le cœur des opérations. Dans le paysage informatique de ton client, en fait, ils vont utiliser ce logiciel et ils vont construire tout le reste de leurs opérations par-dessus. Alors, D'accord, OK. je Ah ouais. voyais ça dans les banques et les institutions financières, mais c'est la même chose. Je sais pas, un logiciel pour gérer une pharmacie, tu vas avoir besoin de gérer ton inventaire. Bah, tu vas avoir besoin.
de t'interfacer avec tout ce qui est assurance maladie. Alors, en Hmm. France, tu n'as qu'un seul payeur, mais dans les autres pays, tu as plein d'assurances différentes. Tu as besoin de t'interfacer avec tous les fournisseurs de médicaments. Tu as besoin Hmm. de tous les process où, par exemple, tu as un client qui a une condition de santé très délicate et c'est absolument vital que tous les lundis matins, ils viennent chez toi et qu'il ait ce médicament particulier et que tu l'aies disponible. Hmm. Ben ça, il faut vraiment automatiser ça et t'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur opérationnelle, si tu veux. D'accord. Ok. Et donc ça, c'est ce genre de choses, c'est propre à chaque industrie. Ok. Et en fait, ce dont tu te rends compte assez rapidement, c'est que voilà, ça va très vite être le cœur des opérations de ton client. Tout le reste de son paysage IT, son paysage informatique, il va être Ouais. construit par-dessus. Donc D'accord. jamais ils vont se débarrasser de ce software, de ce logiciel. Ça veut dire Donc que ouais. s'ils changent le logiciel, ils sont obligés de changer tout le reste de leur paysage informatique. C'est Donc ils sont extrêmement collés. coûteux. Ils sont Ils collés en sont fait. collés. Et Ils sont collés. Donc du ok. coup, alors il y a plusieurs aspects. Pourquoi ça m'avait intéressé, c'est que la première chose, c'est que voilà, vu qu'il y a il y a cette espèce de customer lock-in, donc ils peuvent pas changer, c'est très coûteux Hmm. pour eux. Hmm. Donc ça te permet de la visibilité sur tes revenus, pour très longtemps. Je vois dans les lettres de Marc Léonard, par exemple, il disait que en général, la durée de vie d'une relation avec les clients, c'était 24 ans. Ah ouais. Donc ouais. Ça crée une Donc proximité clientèle. ça crée une proximité avec les clients qui est très importante, une visibilité qui est très importante. Et en général, quand les clients partent, c'est pas qu'ils veulent changer de Ah de ouais. de logiciel, c'est qu'ils ont fait faillite, quoi. C'est ce qui arrive le plus D'accord. souvent. Ah ouais. Donc Et toi, voilà. ça, tu l'as constaté? Ça, j'ai constaté, c'est-à-dire Ah ouais. que Ok. je savais que pour le logiciel dans lequel j'étais spécialisé, il y avait un autre client qui avait essayé de faire une migration vers un concurrent et qui avait payé des millions d'euros pour ça et qui avait D'accord. échoué. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. Ah ouais, mais toi, c'est vraiment quelque chose que tu as constaté, tu as vu de tes propres yeux, quoi. C'est pas que tu Ouais, l'as pas lu dans les lettres de Marc Léonard, par exemple. bah, j'ai pas lu, mais je voyais, ça m'a tout de suite parlé, si tu veux. Ok. Quand j'ai vu que, parce que à l'époque, j'étais un peu naïf, j'ai pas tout de suite eu le déclic de dire, mais attends, ça c'est vraiment Ouais. quelque chose d'intéressant, un pattern intéressant. Est-ce Ouais. qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans? Donc voilà, la première chose, c'est voilà, visibilité sur tes revenus. La Ok. deuxième chose, c'est que comme j'avais dit avant, en général, c'est vraiment des petites niches. Hmm. C'est-à-dire que mon logiciel pour gérer des dérivés sur actions, bah, en dehors de ça, bah, si tu utilises pour gérer un club de golf, bah, ça sert à rien. Ouais. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup de clients. Il n'y a pas beaucoup de clients. Ce qui veut dire qu'une fois que tu as un acteur qui est installé, au niveau de la compétition, bah, c'est très dur pour un compétiteur de se dire, bah, écoute, je vais engager, je ne sais pas combien de capital pour essayer de fournir une solution qui est compétitive avec ce qui existe déjà et déloger le client. C'est-à-dire Ah ouais, que d'accord. Ok. Tu veux dire que par nature, c'est des marchés qui sont assez oligopolistiques de base? exactement, c'est Ok. extrêmement oligopoliste. Tu as genre 2 ou 3 players dans l'industrie et c'est fini. Ok. D'accord. Ok. Et en général, vu que ce sont des petites niches, ça intéresse pas du tout les gros joueurs comme Google, Microsoft. Tu es assuré que jamais ils vont venir t'embêter sur ton terrain. Ok. Donc ça veut Mais dire donc ça veut dire que d'un point de vue économique, c'est assez intéressant quand tu es déjà installé, parce que tu vas pas avoir beaucoup de compétition, tu vas pas avoir beaucoup de dépenses de R&D, ok. donc de R&D ou de CAPEX, hein, mais voilà, on est d'accord. Et donc ça veut dire que bah, les revenus que tu touches, qui sont déjà super visibles, bah, tu vas en garder une grande partie. Et un Ok. dernier point que j'avais vu déjà sous mes yeux, c'est qu'en général, quand le client, alors ça c'est au niveau de la R&D, mais donc tu fournis un logiciel. En général, si le client a un nouveau besoin, il disait: «Ah, bah, on a ce nouveau process et on aimerait bien que votre logiciel, il le prenne en compte». Très souvent, ce qui se passe, c'est l'éditeur logiciel va dire: «OK, on le fait, mais vous participez au coût».
Ah C'est-à-dire ouais, que ok. c'est-à-dire qu'une partie du financement, c'est fourni par le client et donc bah, tes besoins de R&D, ils sont très limités. Ah ouais, d'accord, ok. Et ça, c'est propre au secteur? Alors, je sais pas si c'est que propre au secteur, mais c'est très courant dans le secteur, oui. D'accord, ok. Là, c'est intéressant ça. Ok. Et au niveau, il y a un autre, le dernier point, c'est contractuellement, les prix, tes licences, ta maintenance, tout ça, c'est réévalué chaque année à inflation plus 2 ou 3%. Donc c'est vraiment une Ok. annuité. Ah ouais, ok. Ok. Donc là, on vient de parler de tous les trucs qui sont bien pour ce genre de business. Mais il y a Hmm. un gros défaut. Gros défaut, c'est que c'est tout petit, t'as pas beaucoup de clients et donc t'as pas beaucoup de croissance. Une fois que tu t'es installé dans la niche, eh bien tu génères plein de cash, mais t'as pas beaucoup de relais de croissance. Parce qu'il y D'accord. a plus d'autres clients chez qui installer ton logiciel, en fait. Et, heu et donc c'est là où arrive, Constellation Software. Alors comment j'avais découvert Constellation Software? Je pense que c'est un ami qui m'en a parlé à l'époque, vers 2018. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me Ok. je crois que je participais sur un forum et cetera et il y a quelqu'un qui m'en a parlé et à Ok. l'époque ça m'a alors on va parler plus en détail, mais ça m'avait beaucoup parlé parce que je me dis: «Ah mais c'est pareil qu'au boulot» et Ah ouais, c'est clair. c'est pareil qu'au boulot et ce qui m'avait marqué, alors il y a plein de choses que je me suis dit: «Mais c'est absolument génial», mais j'ai pas tout de suite acheté. Ça, j'expliquerai plus tard pourquoi j'ai acheté, parce que je trouvais ça horriblement cher. Ouais. On y viendra plus tard. En Mais 2018. donc en 2018, ouais. Ok. Heu, heu, donc je découvre Mark Leonard et Constellation Software. À l'époque, ben, je découvre qu'il écrit des lettres qui sont absolument fantastiques. Donc, Ok. d'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs ou vraiment, si vous êtes intéressé par tout ce qui est business et savoir comment les grands, dirigeants pensent à leur business, lisez les lettres de Mark Leonard sur le site de Constellation Software, elles sont vraiment fantastiques. Je Ok. pense que, elles sont alors peut-être pas aussi bien que celles de Buffett, mais c'est quasiment au même niveau. Vous vous rendez compte que vraiment il s'est extrêmement bien pensé. Il explique Ok. clairement tout ce qui est important pour les actionnaires, c'est absolument fantastique. Mais donc voilà, là on a parlé des VMS, mais qu'est-ce que fait Constellation? Constellation, ils sont partis du constat de se dire: «Bah écoute, c'est vertical market software, heu» Alors, ils ont ce gros avantage d'avoir quasiment aucune compétition, leur cash flow, c'est quasiment une annuité avec inflation plus 2-3% chaque année en croissance. Donc Ok. en général, ils nagent dans le cash, mais ils savent pas quoi faire du cash. D'accord. Ouais. Et Mark Leonard s'est dit: «Bah, écoute, on va acheter ce business et avec le cash qu'il génère, on va racheter d'autres VMS Ok. et ça va faire une boule de neige». Et Ok. c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place tout un système pour acheter des tout petits, logiciels de VMS. Alors quand je dis tout petit, c'est vraiment des petites boîtes, c'est genre en général, la plupart des business qu'ils ont achetés, c'est en dessous de 5 millions d'euros ou de dollars ou J'ai vu un article de Tommy Douzièche de Zone Bourse que je ouais, mettrai dans la description aussi. Il disait que la taille ouais, médiane des acquisitions, c'était 3,3 millions ouais, en exactement. Donc médian. vraiment des Ouais. trucs alors Mm. ça a 2 conséquences ça. C'est que un, quand c'est tout petit, tu pas beaucoup de compétition parce que ça intéresse pas tout ce qui est private equity et cetera, parce que bon, les private equity, ils sont pas bêtes, ils se sont rendus compte que les VMS, c'est intéressant aussi. Ouais, ok. Tu regarderas, il y a une boîte de private equity qui s'appelle Vista Equity Partners, Ok. qui est spécialisée dans les VMS exactement, mais dans les VMS plus gros Ok. et ils ont eu un succès assez équivalent à ce qu'a eu, Constellation Software. En tout cas, le fondateur est multimilliardaire et sans aucun problème. D'accord, ok. Donc, chacun sa niche. Vista, c'était dans les plus gros VMS et Constellation Software, c'était vraiment focalisé sur tout ce qui est tout petit Ok. et l'avantage de quand c'est tout petit, c'est que tu as pas beaucoup de compétition et tu peux payer pas cher et si tu fais des statistiques sur toutes les,
les entreprises que Constellation Software a achetées se rendent compte que le prix moyen d'achat de leur filiale, historiquement, ça a été très proche de une fois le chiffre d'affaires. OK. Ah ouais. Pour une activité logicielle, c'est pas cher du tout, quoi. Ah non, pour une activité logicielle, c'est extrêmement pas cher. Et donc, en fait, tu te retrouves avec un schéma de modèle d'affaires, au fait, où tu achètes pour une fois le chiffre d'affaires. La filiale que tu as achetée pour une fois le chiffre d'affaires, elle a un résultat opérationnel pré-taxe de 40%. Ah ouais, putain, tant que ça. Et donc, tu auras investi pour racheter d'autres boîtes. Et donc, historiquement, c'est une compagnie qui a fait un effet boule de neige avec un rendement de 30%, de plus de 30% depuis l'IPO. Et ça, Marc Léonard, il l'avait entre guillemets pré-shot ou c'est quelque chose qui s'est imposé à lui ou vraiment c'était le plan de base ou en fait il s'est rendu compte Alors, ça a toujours que été le ouais. plan de base, mais si tu lis ces lettres, tu te rends compte qu'aux alentours de 2015, ils ne s'attendaient pas à ce que ça continue comme ça. Parce que Ah OK. la plus grosse limite, en fait, c'est que, bah, en fait, vu qu'ils achètent que des petits business, Mmh. bah, au bout d'un moment, il y a une limite à combien d'acquisitions une seule personne peut faire. Tu vois, historiquement, quand tu regardes les entreprises qui font beaucoup d'acquisitions et qui ont bien marché, bah, par exemple, Berkshire Hathaway, il n'y a qu'une seule Mmh. personne au sommet, c'est Warren Buffett. Il va faire, je sais pas moi, dans une année où il est très actif, il va faire 10 acquisitions, mais il va pas faire 100 acquisitions. Tu vois, au bout d'un moment, si tu te focuses vraiment que sur Ouais. les tout petits business, c'est pas possible. Actuellement, Constellation Software, ils sont en moyenne à plus de 100 acquisitions par année. Et je crois en 2022, une grosse année aussi encore, je sais plus Il mais y a ouais, eu donc en ça fait, le gros ch la le plus gros challenge qu'a eu, Constellation Software, alors je sais pas si c'est un challenge, mais en tout cas, c'était le master plan, on va dire, c'était d'arriver, en fait, à créer toute une infrastructure pour être capable d'expliquer aux employés quels étaient le type de business qu'ils recherchaient et à réussir à décentraliser toute cette activité de M&A, en fait, d'acquisition. C'est-à-dire qu'au tout OK. départ, c'était Marc Léonard et son adjoint, donc Bernie Anzarouth, qui avaient commencé OK. à vraiment créer la culture de la boîte et dire: «Bah, voilà, c'est ce genre de business qu'on recherche, c'est ça qu'on va payer, c'est ça, heu, c'est ça le genre de pattern qui nous intéresse» et cetera. Ça a très bien marché et au bout de quelques années, ils se sont rendus compte que, bah, non, on n'en peut plus, on ne peut pas faire plus par an, par personne, donc il faut qu'on délègue. Alors quand tu délègues, bah, tu te dis: «Bah, OK, mais je peux déléguer à une personne, à 2 personnes, mais dans 5 ans, on a le même problème». Donc vraiment, Mmh. il faut que ça fasse partie de la culture d'entreprise de voir une culture d'apprentissage, de comprendre qu'est-ce que sont de bons, principes d'allocation de capital, parce qu'à la fin, c'est ce qu'ils font, c'est ils allouent leur capital pour acheter des Mmh. entreprises de vertical market software, en fait. Ils se sont rendus compte qu'en soi-même, une unité de vertical market software, c'est très intéressant, mais ça ne croît pas. Donc avec le cash que ça génère, il faut en acheter d'autres et les acheter à un bon prix pour avoir un bon rendement sur investissement. Et comment partager tous ces principes dans la boîte? Je pense que c'est ça le plus grand succès qu'ils ont eu, oui. D'accord, Parce OK. que encore une fois, tu lis les lettres et Mark Leonard dit: «Bah, première chose, il ne faut pas confondre VMS avec ce que fait Constellation, puisque le business de Constellation, c'est d'acheter ce genre de business». Donc il OK. dit: «Si tu veux être dans l'industrie, le seul truc dont tu as besoin, c'est un téléphone et un carnet de chèques». OK. Donc pour rentrer dans l'industrie, c'est très facile. Mais qu'est-ce qui fait que ils ont eu tellement de succès et que c'est si difficile d'être en compétition? Bah, justement, c'est de créer toute cette culture, en fait, de décentralisation, de déléguer à toutes les unités opérationnelles tous les principes d'allocation de capital.
L'allocation de capital, en général, c'est pas quelque chose qui est connu par beaucoup de gens. Quand tu lis les lettres de Buffett, par exemple, il t'explique que Mm. même s'il y a certains CEO qui viennent du monde des sales ou des operations et qui n'ont jamais vraiment appris à penser en termes d'allocation de capital. C'est quelque chose qui est fondamental pour avoir un, une action qui va vraiment bien performer. Parce que Ok. si tu génères plein de cash, mais que tu le réinvestis dans des initiatives qui sont pas très rentables, bah, tu vas pas avoir, du point de vue de ton action, tu vas pas avoir un très gros résultat. À moins que tu t'appelles Meta ou Google et que ton core business il soit tellement profitable que tu t'en fous dans quoi tu investis le cash. Mais ça, c'est vraiment que des exceptions. En fait, la plupart des business, si t'as pas une bonne allocation de capital, le stock il va se languir en fait. Ok. Et donc, ça faisait partie en fait de ce qu'a bâti Mark Leonard, c'était vraiment de dire, écoute, l'allocation de capital c'est important, mais si c'est que moi qui le fais, on va pas s'en sortir. Que je suis tout seul et je peux pas faire plus de 10 deals par an. Et Ok. à long terme, vu que notre business model c'est d'acheter plein d'entreprises de VMS, si on veut pouvoir faire ça à long terme, il faut pouvoir déléguer ça. Il faut pouvoir décentraliser ça, partager les bonnes practices. Et ça, bah, c'est pas si facile. Ouais. C'est pas si facile. Il y a déjà ça. De deux, alors c'est pas vraiment un avantage compétitif, mais c'est quand même un facteur qui influe beaucoup. C'est quand tu vas à l'AGM ou que je suis pas allé à l'AGM, mais j'ai assisté à l'enregistrement online des AGM. Tu te rends compte qu'ils ont une base de données où ils te disent, bah, on suit plus de, alors la dernière fois c'était 40 000 entreprises de VMS, donc on les contacte, on est en contact avec eux. Et si tu suis ça sur les années, tu te rends compte que ce chiffre de 40 000, il augmente chaque année. Avant c'était 30 000, maintenant c'est 40. La dernière fois c'était 40 000. Il se peut que bientôt ce sera 50 000, mais tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de compagnies parce qu'effectivement le monde va de plus en plus vers plus de software. On va pas vers moins de software. Hmm. Il y a de plus en plus d'industries de niche qui existent. Un exemple, il y a 10 ans, le métier de podcaster, ça existait quasiment pas. Maintenant, je suis Hmm. sûr que si tu veux être podcaster professionnel, il y a probablement un logiciel pour gérer tes opérations, alors que ce soit pour l'enregistrement, mais aussi pour le scheduling de tous tes enregistrements et de préparer un programme pour tout ça, etc. Où Hmm. tout est intégré dans un seul software. J'imagine que ça doit exister quelque part. Ouais, Et bien c'est, sûr. et il y a ça pour toutes les industries qui se créent. Ok. Et donc, pas vraiment un avantage compétitif, et ça veut dire qu'il y a de la place pour la compétition. On peut avoir plein d'acquéreurs de VMS on peut cohabiter. On va pas se marcher les uns les autres. Un autre facteur qui fait que ça fonctionne très bien, et que là, par contre, c'est un avantage compétitif, je pense, c'est que ils partageaient que entre le moment où Constellation contacte une entreprise pour la première fois pour dire est-ce que ça vous intéresserait de nous vendre la Hmm. boîte, et le moment où la vente se fait, en moyenne, il se passe 7 ans. Ah ouais. Ça veut dire que si toi et moi, demain, on se dit, bah, écoute, on va faire un compétiteur à Constellation Software, tu as intérêt à avoir tes dépenses opérationnelles pour 7 ans avant d'avoir ton premier business. Ou alors, tu vas essayer d'accélérer la chose et dire, bah, écoute, on peut pas attendre 7 ans, il va falloir qu'on fasse un achat beaucoup plus rapidement que ça. Et donc, très probablement, tu vas devoir payer beaucoup plus cher pour acheter ta boîte. Et donc, D'accord. ton rendement sur capital, il sera beaucoup plus bas. Et ça fonctionne beaucoup moins bien. Ouais, bien sûr. Ok. Voilà. Et donc, là, j'ai beaucoup parlé du thème sur l'allocation de capital. Je pense à un autre facteur très intéressant, mais là, c'est plus côté opération, c'est que c'est une entreprise qui est extrêmement décentralisée, aussi au niveau opération, où ils sont partis du principe culturel de dire, bah, en général, quand tu as des petites équipes, de toutes petites équipes, ils se sentent beaucoup plus en charge et responsables de ce qui se passe que si tu es dans
si tu es dans une grosse équipe, en fait. Non seulement ça, Complètement. ils sont beaucoup plus responsables, ils vont beaucoup plus être actifs, et ils vont être beaucoup plus proactifs. Non seulement ça, mais quand tu commences à avoir plein de filiales, euh, si tu commences à tout commander depuis tout en haut, bah, en tant que CEO, c'est très dur pour toi de savoir, bah, ok, on a cette filiale. Pardon. On a cette filiale qui est spécialisée dans la gestion des salons de massage. Quelles sont les Mm. opportunités commerciales dans les salons de massage? Et il va falloir que j'élabore une stratégie. Mais il faut aussi que j'élabore une stratégie pour cette filiale qui est spécialisée dans les pharmacies. Et il faut aussi que j'élabore une stratégie pour cette filiale qui est spécialisée dans le scheduling des transports en commun pour les municipalités. Tu vois, c'est Mm. quelque chose de complètement différent. Et en fait, tu te rends compte que bah, le mec qui est tout en haut, il peut pas savoir quelles sont les opportunités. C'est beaucoup plus intéressant de laisser les gens qui sont sur le terrain prendre les bonnes décisions commerciales, tant que à la fin, il y a un système de reporting où on te dit, bah voilà, tes objectifs cette année, c'est souvent en termes de retour sur capital investi et aussi en termes de croissance. Voilà, tant que, que tu rentres dans ce framework-là, je te laisse faire tout ce que tu veux, tu es libre. Ok. Ok. Et, Et euh, ça, c'est un autre facteur qui a très bien marché pour eux aussi. et tu penses que c'est le premier, Marc Léonard, qui a prôné une gestion très décentralisée ou les acquéreurs en série nordiques le faisaient Oh, déjà à l'époque? alors, ça se faisait aussi dans les Nordiques, mais ça se faisait, tu as d'autres compagnies qui ont fait ça bien avant. T'as eu Danaher, tu as eu Teledyne, Henry Singleton, il a fait ça aussi dans les années Ok. 60. Ok. Donc, c'est quelque chose pour lequel il avait une conviction, mais c'était pas le premier à le faire. C'était pas le premier à le faire. D'accord, ok. Et parce que c'est vrai qu'en France, si tu regardes les sociétés françaises, ça se fait très peu. Et est-ce qu'on peut dire quelque part que finalement avoir une gestion décentralisée, c'est un peu faire de l'humain un avantage concurrentiel durable, puisque c'est donner confiance et c'est déléguer de la gestion. Et ça, je regarde les sociétés Oui et françaises. non. Oui et non. Ouais, C'est-à-dire que au premier abord, tu dis ouais, c'est génial pour le mec qui est en charge, ouais. pour le mec qui est en bas qui est en charge. Et donc effectivement, va se sentir plus investi dans le business et c'est lui qui va prendre les décisions, il sera content. Mais c'est pas non plus, t'es pas non plus dans le monde des bisounours. C'est-à-dire que tu vas avoir un système de reporting où tu as des objectifs, on te laisse carte blanche, on te dit aussi, bah écoute, les problèmes auxquels tu es en train de faire face en ce moment, dans cette autre filiale, ils ont rencontré les mêmes problèmes et c'est comme ça qu'ils les ont réglés. Donc on te conseille quand même de regarder ce qu'ils ont fait. Et tu es libre ou pas de le faire, c'est toi qui prends la décision. Mais par contre, si l'an prochain tu te ramènes et que tu as des résultats qui sont décevants et toujours les mêmes problèmes, on tu vas avoir un peu de pression quand même. Tu vois, c'est pas. Ouais. Ah, mais oui, bien sûr. Bien sûr, mais derrière, il y a de l'incentive qui va avec aussi. J'ai vu dans le cas de Ouais, Constellation Software, ils sont obligés, si je dis pas de bêtises, d'acheter des actions de la boîte avec leur prime. Il y a une partie qui est dédiée à ça. exactement, oui, exactement. C'est très inhabituel la façon dont leur compensation est faite. C'est-à-dire que déjà, les critères de bonus, c'est vraiment sur le retour sur le capital investi, parce que ce sont les Ok. filiales et les petites équipes qui vont investir le capital et en Ah termes de ouais. croissance. Et ça se fait que là-bas? Tu Bah, ça connais se d'autres fait pas boîtes dans qui... beaucoup. Ouais, j'en connais pas. J'en connais pas beaucoup. J'en Ouais. connais pas beaucoup, non. Donc voilà, ton Ok. bonus, c'est en termes de retour sur capital investi, en termes de croissance du chiffre d'affaires. Ok. Et en plus, quand on te donne ton bonus, c'est en cash, c'est pas en stock option. Et tu es obligé d'acheter sur le marché ouvert 75% de ton bonus en action Constellation. Ah ouais, c'est énorme. Donc ouais, les mecs, 75%. Putain. les mecs, ils ont intérêt à ce que le business fonctionne. Ouais. Et Marc Ouais. Leonard disait, il y a beaucoup de millionnaires Constellation, que c'est un principe qui a très bien fonctionné. Mais Mais ouais, là, j'avais vu un chiffre, là, en 2015, plus de 100 employés avaient plus d'1 million de dollars en actions de la société. ouais, C'est pas mal quand même. pas mal. Ok. Et donc ça, voilà, c'est un ensemble de principes qui ont très bien marché.
Et donc, quand tu vois, voilà, quand je disais au tout début de l'enregistrement, bah voilà, j'essaie de me rendre compte quels sont les patterns qui fonctionnent, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Là, voilà, tu te rends très vite compte que ça fonctionne bien et que si tu prends une entreprise au hasard, bah, ce sera beaucoup moins excitant, en fait. Et comment t'expliques que, parce que, bon, suite à ça, il y a eu pas mal de personnes qui ont voulu reproduire ce modèle-là. Ouais. Comment t'expliques en Europe notamment, parce que hors Europe, je connais pas trop, mais il y en a qui essaient de reproduire le modèle et qui n'y arrivent pas, ou alors quand ils y arrivent, c'est sous réserve de diluer énormément les actionnaires en place ou de faire péter leur levier financier à 3 fois les bits, des choses comme ça. Alors que, sauf erreur de ma part, Constellation a toujours gardé un levier tout à fait raisonnable et n'a jamais dilué ses actionnaires. Non, ils ont toujours gardé un chiffre d'actions constant qui est à 21 millions d'actions. C'est comme ça depuis l'IPO. Ah ouais. Ils ont jamais émis d'actions. Sur le levier, au début, ils en utilisaient pas trop, ils en ont utilisé récemment, mais c'est toujours à des termes très favorables à Constellation. C'est-à-dire que typiquement, ils ont une débenture où dans le cas très peu probable où il y a un problème dans l'industrie et qu'ils ont des problèmes financiers de liquidité, Hmm. ils peuvent louper un paiement d'un intérêt, d'un coupon, et le rembourser la prochaine fois. Ils seront pas en défaut s'ils font ça. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, alors bien sûr, ce genre de dette, ça coûte un peu plus cher qu'une dette normale, mais en tout cas, ça ne met pas en péril la pérennité du business. D'accord, ok. Donc ils font très attention. Pour revenir à ta question sur l'Europe, heu, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font ça. Un, c'est difficile de commencer parce que comme j'ai dit, Hmm. entre le moment où tu amorces la relation avec, la personne dont tu veux acheter le business, qui très souvent est quelqu'un en fait, la personne dont tu vas acheter le business, c'est quelqu'un qui a très souvent commencé sa boîte au début des années 90, qui s'est dit: «Ah bah, je vois venir une révolution numérique, il y a beaucoup de choses qui vont être automatisées dans l'industrie, autant créer un logiciel pour ça». Et Ok. maintenant, ils atteignent l'âge de la retraite et très souvent, ils ont pas de successeur. Genre, les enfants, ils sont pas intéressés pour reprendre la boîte. Ok. Et très souvent aussi, ce qui se passe, c'est que, bah, le patron de la boîte, il se dit: «Bah, voilà, j'ai construit quelque chose qui est quand même sympa. J'ai pas envie de le revendre au premier venu qui va, couper tous les coûts, virer la moitié des gens et cetera et Hmm. tout le monde en ville va me détester parce que j'ai détruit la parce qu'on a détruit la boîte quoi avec la Ouais, c'est ça. communauté alors, tu en as qui sont tu des patrons qui sont juste intéressés par vendre la boîte au plus offrant. Donc, très souvent, tu vas avoir une boîte de private equity qui va venir et qui va dire: «Bah, écoute, Hmm. on va t'acheter à 5 fois les sales et puis voilà». Ok. Et le mec va dire: «Ouais, pas de problème, Ok. voilà les clés». Et tu en as d'autres, où, bah, justement Constellation Software va venir et va dire: «Bah, écoute, on va acheter ta boîte, tu vas avoir toutes les latitudes tant que d'un point de vue profitabilité, tu as un retour sur capital investi correct, tu une croissance qui est en ligne avec les autres filiales qu'on a». Si ça t'intéresse, si tu es intéressé par un milieu où tu apprends plein de choses et tu apprends beaucoup de choses sur les opérations, on a une tonne de best practice parce qu'on a appris par le passé des milliers de filiales qu'on a acquises. On a appris ce qui fonctionne dans une boîte de logiciels et ce qui fonctionne pas. Donc si tu as un profil psychologique où ça t'intéresse d'apprendre plein de choses, c'est un bon fit Constellation et surtout, une fois qu'on achète, on vend jamais. Donc on va pas te, couper tous les coups pour essayer de revendre 2 fois plus cher dans 2 ans. Ok. Et donc quand tu as cette offre, en fait, ça intéresse pas tous les vendeurs, mais il y a certains vendeurs que ça intéresse et quand ça les intéresse, bah, le prix d'achat, bah, c'est un facteur secondaire. Et c'est comme Hmm. ça que Constellation Software, très souvent, ils ont pu acheter à une fois le chiffre d'affaires. Ok. Mais si tu es pressé parce que tu viens de commencer ta compagnie et que tu viens de recevoir ton funding de tes investisseurs
et qu'il faut absolument que tu fasses un deal pour acheter ta première boîte de software, ben, comme je t'ai dit, en moyenne, ça dure 6-7 ans entre le premier contact et la signature de la vente. Ouais, putain. C'est dur de se lancer, en fait. Ouais, Faut ouais. avoir tous les contacts vachement à l'avance. Soit tu attends et tu es patient et tu as des investisseurs qui sont patients, soit tu pas patient et tu vas payer plus cher et puis tu vas chercher des vendeurs qui veulent un prix plus cher, mais au moins au départ, tu auras ta première boîte de logiciels. Hmm. Mais du coup, au niveau rendement sur capital investi, c'est beaucoup moins intéressant que ce qu'arrive à faire Constellation Software. Et du coup, pour faire tes acquisitions, il faut que tu endettes beaucoup plus ou que tu lèves beaucoup plus de capital. D'accord, ok. Ok. Et Constellation, juste pour donner quelques chiffres, c'est quoi là quelle est leur exigence moyenne sur la croissance des free cash flow de chaque entité? Ça doit être de 20-25%. Alors, si tu lis les lettres, en fait, tu te rends pas compte, enfin, tu te rends compte qu'ils se fichent qu'il y ait une croissance ou décroissance, ça dépend. En fait, Ok. ça les dérange pas d'acheter une boîte qui est en décroissance. Ce qu'ils veulent, c'est un seuil de internal rate of return. C'est-à-dire que, bon, si les cash flows ils vont baisser sur le long terme, tu dis c'est pas grave, on veut pas payer cher pour ça. Donc, en gros, souvent, si je dis pas de bêtises, leur critère de internal rate of return va dépendre de la boîte de l'entreprise. Si c'est une petite boîte du type moins de 5 millions, historiquement, ils voulaient plus de 25% d'internal rate of return. Donc ça veut dire qu'il faut que tu proposes un prix qui génère un 25%, même si la boîte elle est en décroissance. D'accord. Après, pour les deals moyens, je crois que c'est 20%, et pour les très gros deals, c'est 15%. Ok. Ah Donc, ouais. ouais. Ok. Ok. Ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 1 heure et il y a déjà pas mal d'informations là pour les fans des acquéreurs en série et de Constellation Software. Ouais, Ça devrait les satisfaire. pas de problème. Donc merci beaucoup Julien, sauf si tu voulais Pas de ajouter quelque problème. chose en particulier, que tu avais un mot pour terminer. Je pense qu'il y a beaucoup plus à dire, notamment sur le fait que, en général, les gens, quand ils regardent Constellation, enfin, quand ils apprennent au sujet de Constellation, ils se disent: «Ah purée, c'est vrai que c'est un super business model», et la première chose qu'ils vont faire, c'est regarder le stock, ils se disent: «Ouais, ça a bien fonctionné», mais la deuxième chose qu'ils vont faire, c'est regarder, le prix Hmm. par rapport au compte et se dire: «Mais c'est horriblement cher». Ouais, ok. Genre, historiquement, ça a toujours été entre 80, voire plus de 100 fois la net margin, le net income. Il y aura beaucoup plus à dire là-dessus, notamment, là, je pense à la deuxième étape, mais là, on n'aura pas forcément le temps d'en parler au-dessus. C'est que le deuxième déclic que j'ai eu, c'est le jour où j'ai appris comment fonctionnaient les principes comptables pour tout ce qui est acquisition, et où Ok. tu te rends compte qu'en fait, le net income que publie Constellation Software, il est vachement diminué, artificiellement bas. Ok. Et qu'en fait, en général, alors c'est tout un sujet, mais pendant très longtemps, le stock a été disponible pour 25 fois les free cash flow. Mais et ça, c'est un retraitement qu'ils font eux ou c'est propre aux règles comptables US GAAP? C'est propre à US GAAP et à IFRS aussi. C'est-à-dire que, Ok. alors on peut en parler maintenant, parce que je pense que ça peut intéresser aussi, parce que les gens vont Ouais, regarder Constellation et complètement. se dire: «Mais purée, c'est Ouais. vraiment trop cher». Ah ouais, là, je suis d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu achètes une compagnie, sur ta Hmm. balance sheet, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, tu vas avoir tous les actifs et les passifs tangibles. Donc ça, il y a pas de Hmm. problème. Ok. Après, il faut voir qu'est-ce qui se passe pour tout ce qui est intangible. Hmm. Heu, Ton comptable, il va te dire: «Bah, voilà, on peut identifier un logiciel qui vaut tant, on peut identifier des relations clients qui valent tant, on peut identifier une image de marque qui vaut tant», et tout Hmm. ça, ça va être, heu, enregistré sur ta balance sheet en tant qu'intangible asset, Mhm. et tout le reste, donc la différence avec le prix d'achat, ça va être du goodwill. Ok. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe
après l'acquisition. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que bon, ton goodwill, en général, il n'est pas amorti. C'est-à-dire que, à part s'il y a une grosse détérioration du business, il reste constant. Ça, on ne s'en occupe pas. Par contre, les règles comptables, que ce soit IFRS ou US GAAP, vont dire que tu as une amortisation sur tes intangibles. Ouais. On est d'accord. Ça veut dire que chaque année, tu vas avoir une charge sur Mhm. tes intangibles que tu as acquis. Oui. Mais en général, si tu prends l'exemple, je sais pas, une image de marque. Mhm. L'image de marque, tu l'entretiens pas avec de la CAPEX. Tu Ok. l'entretiens avec des dépenses de marketing. Oui. C'est-à-dire que sur ton income statement, tu vas avoir des dépenses de marketing pour entretenir ton image de marque et tu vas avoir en plus une amortisation de l'actif image de marque dû au principe comptable. En fait, tu as un Ouais. double counting. Tu comptes 2 fois, tu es chargé 2 fois pour le maintien de ton actif, en fait. Ok, ouais, ouais, je vois. Et la vraie dépense, c'est celle que tu as fait en marketing, c'est pas la dépense d'amortisation. Et donc en fait, surtout pour Constellation qui fait que des acquisitions, les amortisations des actifs intangibles qui ont été acquis, elles sont extrêmement fortes sur l'income statement, qui fait que ça décroît extrêmement, extrêmement, de manière matérielle, le résultat qui est publié. Et Ok. effectivement, quand tu compares le net income au cash flow, bon, il y a un rapport x2, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas, du coup, c'est pas propre à la société, en fait. C'est toutes les Non, boîtes. c'est propre, c'est toutes les boîtes qui font beaucoup d'acquisitions. Et Mhm. c'est pour ça que très souvent, les boîtes qui font beaucoup d'acquisitions, si tu les regardes sur une base de PI, elles sont assez chères. Et ce qui compte, en fait, ça va être vraiment de regarder, OK, mais quels sont les cash flows? Et c'est ce qui fait que c'est difficile à valoriser une holding qui achète en série. C'est toujours difficile à donner un prix, à se fixer un prix d'achat, c'est pas évident. Et c'est plus compliqué qu'une boîte industrielle normale, effectivement. Hmm. C'est Mais effectivement, il y a beaucoup de retraitements à faire. Il faut regarder vraiment quels sont les cash flows qui sont générés, quels sont les cash flows dont tu vas avoir besoin pour maintenir ta compétitivité. Donc si c'est du software, normalement, tu as pas grand-chose à dépenser. Si c'est, un acquéreur en série dans des boîtes industrielles, tu as beaucoup plus de CapEx, de maintenance, et cetera. Hmm. Et donc après ça, il faut se faire une idée de quelle va être la croissance future. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de place pour faire des acquisitions de croissance ou pas? Et voilà, oui, c'est vrai qu'il faut réfléchir. C'est pas en fait, le chiffre que te donne le PI, ne veut rien dire du tout. Mais en fait, sur la holding, ça veut rien dire. Il faut regarder ce qui se passe au niveau de chaque filiale, finalement. Pas forcément, pas forcément. Je pense qu'avec, Constellation, tu peux t'en sortir avec le rapport annuel, mais juste savoir exactement, OK, quand tu te dis: «Bah, écoute, typiquement sur le compte de résultat, j'enlève l'amortisation des actifs intangibles acquis», qui quasiment te double ton résultat, en fait. Et il va falloir Hmm. faire un retraitement aussi des taxes et cetera, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je voulais dire, c'est que, dans mon parcours sur Constellation, il y a eu vraiment découvrir la compagnie et un peu plus tard, se dire: «Mais Hmm. ah ouais, mais en fait, c'est d'un point de vue comptable, c'est comme ça que ça Ok. se passe» et donc bon, elle est beaucoup moins chère que ce dont tu as l'impression à première vue et même à certains moments comme, en 2020 ou en 2022, ça a été disponible pour moins de 20 fois les cash flows et à ce moment-là, quand ce genre de business est disponible pour moins de 20 fois les cash flows, tu prends la pelle et tu remplis le camion, quoi. Et c'est ce que tu as fait. Ouais, 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 mais c'est aussi justement cette difficulté à valoriser la boîte, là, comme on l'a expliqué. Et au-delà de ça, c'est aussi cette capacité à faire confiance à un petit nombre de personnes, au management. Puisque tout ce qui est ouais. gestion décentralisée dépend de ces personnes-là. Et donc, quand tu investis dans Constellation Software, finalement, tu investis aussi dans l'humain. C'est-à-dire que tu délègues un peu ton capital à ces personnes-là. Je corrigerais ça un petit peu en disant: «Tu délègues la capacité du management de faire un peu
une sorte d'évangélisation de la culture de la boîte. C'est-à-dire que Constellation Hmm. Software, ça va pas marcher s'il n'arrive pas à répandre cette culture de décentralisation, de partager les bons principes d'allocation de capital. Il faut vraiment que les gens qui sont tout en bas de la boîte en train d'allouer le capital, ils soient super solides sur leurs fondamentaux d'allocation. Sinon, ça marche pas. Et donc, la grosse Ok. question, c'est comment est-ce que tu fais confiance au management pour vraiment former les gens en tout en bas? Hmm. Ou même au milieu, sur les échelons au milieu, mais vraiment, les gens qui vont faire les deals, il faut qu'ils soient bons en allocation de capital, sinon ça marche pas. Et donc, comment tu crées une culture qui évangélise ça, en fait? Ouais, complètement. Mais du coup, ça rejoint cette notion de confiance et peut-être qu'un investisseur qui est plus dans le contrôle, qui veut avoir la main mise sur son investissement et contrôler tout ce qui se passe, il va avoir peut-être plus de mal à investir dans des holdings de ce Très type-là, non? possible, c'est très possible, oui. Ouais, ok. Bah écoute, là c'était intéressant. Je pense que tu as bien fait d'aller sur l'aspect comptable c'est pour expliquer ce qu'il en est. Ça aurait été plus simple avec un petit tableau. Ouais, Parce que c'est des notions quand même assez complexes, mais c'était super intéressant. Merci Julien. ouais, de rien. Pour rappel, on est présents tous les deux sur notre serveur Discord. On mettra le lien dans la description. Julien, tu es sur Twitter ou pas? Sur X, pardon. Oui, alors j'appelle ça toujours Twitter. Ouais, Effectivement, j'ai un compte qui est pas très actif qui s'appelle, Ziltal Capital, donc, SIHLTAL Capital ok. et voilà. Je le mettrai. Mais je pense Ouais. que le plus simple, si vous voulez échanger avec nous, c'est de venir sur le serveur. Mmh. On est souvent connecté, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, merci Julien. Et puis je te dis à très vite. Voilà, pas de problème. Allez, Merci. Ciao. ciao, ciao.